18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Le président Macky Sall va s'adresser à la nation ce soir à partir de 19h. Il est attendu notamment sur les questions liées aux inondations. Déjà depuis ce matin, il a présidé une réunion d'urgence sur la gestion des inondations au Sénégal. Il avait ordonné le déclenchement du plan Orsec à la suite des fortes pluies de ce week-end. En banlieue, la situation reste préoccupante malgré quelques mesures timides pour faire face aux inondations. Les opérations de pompage ne sont pas efficaces dans certaines zones. Attention, risque de débordement du fleuve Sénégal. L'OMVS alerte et demande aux populations de la vallée et du delta du fleuve Sénégal à rester vigilantes. Et puis les résultats du bac 2020 sont jugés satisfaisants dans l'ensemble. Le second tour se prépare. Voilà pour les titres. Est à la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. D'abord, le communiqué de l'OMVS sur la crue du fleuve Sénégal. Les fortes pluies enregistrées durant le mois d'août et le début du mois de septembre dans la vallée du fleuve Sénégal, couplées aux apports des affluents non contrôlés, ont engendré une montée des eaux à Bakel et à Matam. Les côtes d'alerte sont susceptibles d'être atteintes dans les prochains jours. Les débordements du fleuve peuvent survenir en cas de nouveaux épisodes pluvieux dans la zone. Alerte l'OMVS qui appelle les populations de la vallée du delta du fleuve Sénégal à rester vigilantes. Et puis le président de la République, Macky Sall, va aborder la question des inondations lors d'une intervention télévisée qui sera diffusée ce soir à 19h sur la RTS. L'information a été confirmée par le pôle communication du Palais. Cette sortie fera suite à la réunion d'urgence tenue ce mardi matin à la présidence sur les inondations. Rappelons que les dernières fortes pluies ont occasionné des dégâts dans plusieurs localités du pays. Des centaines de sinistrés sont recensés. Les dégâts matériels sont énormes. Le ministre de l'Intérieur a constaté l'ampleur des dégâts hier à la cité Bellevue à Rufisque. En banlieue, aucune amélioration malgré quelques mesures timides pour faire face à ce fléau. Les eaux stagnent dans plusieurs quartiers. Il y a des opérations de pompage, mais le résultat est très faible. Elhadj Moussa Thiam. Il n'y a pas encore d'évolution significative dans la gestion des inondations pour soulager les populations dans ces zones inondées des parcelles assainies Keur Massar, Rufisque 1 et environ. Depuis le lancement du plan Orsec, certaines populations ont été exfiltrées de leurs maisons et sont parties pour aller au sec. D'autres ont été même récupérées par leurs familles qui sont dans d'autres quartiers. Le système de pompage de 1800 mètres cubes heure n'arrive pas à libérer les eaux stagnantes dans les quartiers. Au niveau de l'unité 3, l'épicentre des inondations, à cause de sa position de bas-fond, les 3/4 des populations ont déjà abandonné leur maison. C'est la même situation au niveau de la cité Sotrac où les populations qui avaient cotisé pour se payer une motopompe à 700 000 francs, la motopompe s'est finalement bousillée à cause de la forte pression de l'eau. Pour se rendre aux travailleurs, certaines personnes pataugent les habits à la main qu'à la route pour se rhabiller, ensuite prendre le chemin du travail. La commune de Diamaguène-Sicamba aussi renoue avec les inondations malgré les efforts consentis avec des ouvrages, donc des stations de pompage qui sont impuissantes face à ces eaux. Dans les quartiers de Médina Fass Mbao, plusieurs familles ont déjà abandonné leurs maisons. Selon les populations, il urge de renforcer l'ouvrage KOH3 qui peut régler en grande partie les inondations dans cette zone où la configuration reflète un système de vases communicants. Les eaux de pluie se déversent de quartier en quartier. Dans ces quartiers où il n'y a même pas encore un léger mire sur la situation des inondations. Banlieue dakaroise, Elhadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Moussa Thiam à Keur Massar, la situation reste préoccupante, surtout aux parcelles assainies unité 3. Seul le quart des 2055 habitants est encore sur place. Toutes les autres maisons ont été abandonnées. Les opérations de pompage ne sont pas efficaces, explique le délégué du quartier Elhadj Daouda Mbaye avec Moussa Thiam. La situation s'est plus qu'empirée, car sur les 2055 habitants, les 3/4 ont abandonné leur maison. Les 1/4 qui restaient, abandonnant le rez-de-chaussée, sont en train de vivre la promiscuité. On a enregistré plusieurs appels de détresse avant-hier
Et nous saluons l'efficacité des sapeurs-pompiers qui ont pu mettre en branle des ODAC pour extirper des eaux les populations. Nous saluons aussi la vivacité du général des sapeurs-pompiers et le sous-préfet de Niayes qui ont pu renforcer le système de pompage de l'unité 3. Car il faut noter que la remontée des eaux a détruit 2 coffrets qui ont rendu 2 pompes hors d'usage. Force est de comprendre que l'unité 3 est l'épicentre des inondations. Et vaincre l'inondation dans les parcelles assainies nécessite une opération coup de poing très importante qui permettrait de renflouer toutes les eaux du village de Aladji Paté. Il faut noter que l'unité 3 reçoit toutes les eaux du plan Diakhaï situé à 17 mètres de hauteur. Et cette réussite-là de pompage par ricochet nécessite l'efficacité de l'ouvrage OH3 situé entre l'unité 3 et Camille Basse. Sud FM, l'info, c'est ici. Publication des résultats du bac 2020 à Ziguinchor. Les résultats commencent à tomber. Des résultats jugés satisfaisants, de même qu'à Diourbel. Et si la tendance se poursuit, le taux de réussite pourrait atteindre les 40% dans cette région. Au lycée de Kounoune, les résultats du premier tour sont également jugés satisfaisants. Sur place, on prépare le second tour. Josette Kali. Lendemain de proclamation des résultats du baccalauréat au lycée de Kounoune, en ce jour, c'est un défilé incessant des élèves admis au second tour, des potages qui ont pris d'assaut le bureau du censeur pour le retrait des séries d'exercices. Les yeux rougeâtres, le regard vif, Abdoulaye Badiane, assis au fond d'une classe, se prépare tranquillement. On est au calme au moment de préparation, très bien fait aussi, parce qu'il n'y a pas de pression au deuxième tour pour moi, parce que souvent les élèves, c'est la pression qui fait qu'ils n'auront pas admis au deuxième tour. Pour cette édition 2020 du baccalauréat, où le lycée de Kounoune est un centre principal, les résultats sont satisfaisants à mi-parcours. Félicia Preira, proviseure du dit lycée. C'est un bilan quand même satisfaisant, parce que malgré toutes les contraintes, le temps qu'ils sont restés sans apprendre, ils ont pu quand même dans la majorité s'en sortir. Donc je dirais que plus ou moins c'est satisfaisant. Donc pour ce qui est de la L2, pour ceux qui sont admis d'office, donc ils sont 27, ce qui fait un pourcentage de 28,12%. Au deuxième tour, ils sont 41, ce qui fait 42,70%. Pour la S2, donc il y a 11 qui ont réussi d'office, ça fait 23,91%. Au deuxième tour, ils sont 18, donc ça fait 39,1%. Pour la L', donc il y a 2 qui ont réussi d'office, ça fait un pourcentage de 25%. Et les autres 75%, donc pour ceux qui passent au second tour. En attendant les épreuves du second tour, les autorités éducatives du lycée de Kounoune espèrent de meilleurs résultats dans ce contexte où les cours se sont tenus en l'espace de 2 mois. Célébration ce 8 septembre de la journée mondiale de l'alphabétisation. Ici au Sénégal, le taux d'analphabétisme reste encore très élevé malgré les efforts déployés avec la codification de plus d'une vingtaine de langues nationales. Les acteurs tirent la sonnette d'alarme car l'alphabétisation demeure le parent pauvre du système éducatif. Cependant, la communication du président de la République au Conseil des ministres relative au sous-secteur a redonné l'espoir aux acteurs. Gorbalsi, le président du bureau exécutif national de la coalition nationale pour l'éducation pour tous, est joint par Mariam Ndiaye. L'alphabétisation est le parent pauvre du système parce que dans ce sous-secteur, nous avons plusieurs défis à relever. Parmi tant d'autres, il y a les défis d'abord du statut des alphabétiseurs. On doit vraiment valoriser les alphabétiseurs qui forment dans les classes d'alphabétisation avec ce qu'on appelle la validation des acquis par l'expérience. Il y a le problème du renforcement de capacité des différents acteurs. Il y a aussi le problème du sous-financement de l'alphabétisation, mais aussi de l'analphabétisme d'une manière générale. Le taux est très élevé au Sénégal. Donc, pour relever ces défis,
Je pense qu'il faut essayer quand même d'aller vers des concertations plus larges avec l'ensemble des acteurs pour essayer de booster l'alphabétisation, pour que l'alphabétisation puisse retrouver son lustre d'antan au Sénégal. Et maintenant, quelles sont les perspectives qui s'offrent à vous? Bon, les perspectives qui s'offrent à nous, c'est que nous constatons qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté politique des hautes autorités de la République pour booster l'alphabétisation. Nous pouvons en attester la dernière sortie du président de la République au Conseil des ministres, qui a vraiment fait une communication sur le développement de l'alphabétisation. Il y a aussi, vous savez qu'avec l'alphabétisation, avec la stratégie de faire, il faut développer des partenariats dynamiques entre le gouvernement, les organisations de la société civile actives en alphabétisation et les autres acteurs de développement. Et ça, il faut vraiment un partenariat. Et nous avons bon espoir qu'avec l'actuel ministre de l'Éducation, que nous pouvons développer ce partenariat-là pour pouvoir booster l'alpha dans notre pays. Notamment l'alpha numérique avec le Covid. Il faut essayer, avec cette Covid-19-là, il faut essayer de développer l'alphabétisation numérique, l'apprentissage à distance pour pouvoir mieux booster l'alphabétisation. Pandémie de Covid-19, un décès et 30 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures par les autorités sanitaires, 36 cas graves en service de réanimation. À ce jour, 14 044 cas positifs, dont 292 décès ont été enregistrés. Le point avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 788 tests réalisés, 30 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,81%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 18 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les localités suivantes. Guédiawaye 3, Kaolack 2, Diourbel 1, Ngor 1, Ouest Foire 1, Yeumbeul 1, Yoff 1 et Ziguinchor 1. 51 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce lundi 7 septembre 2020. L'état de santé des autres patients est jugé stable. À ce jour, 14 044 cas ont été déclarés positifs, dont 10 088 guéris, 292 décédés et donc 3 663 patients sous traitement. Au Sénégal, le nombre de personnes infectées par la Covid-19 connaît une baisse ces derniers jours. Cette tendance baissière ne doit pas pour autant pousser les populations au relâchement. Pour le directeur du SNEIPS, il faudra redoubler d'efforts dans le respect des mesures barrières pour vaincre totalement le coronavirus. Dr Ousmane Gueye sera notre invité. Journée mondiale de la physiothérapie ce mardi 8 septembre dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Le thème choisi est réadaptation et Covid-19 montre réellement la place des kinésithérapeutes dans la prise en charge des malades de la Covid-19, surtout dans un état grave. Les explications de Mamadou Moustapha Seck, kinésithérapeute consultant en rééducation et réadaptation fonctionnelle, membre de l'Association sénégalaise des kinésithérapeutes et rééducateurs du Sénégal, interrogé par Marie-Rosalie Ndiaye. Le plus important aussi est que dans ce contexte de Covid, la kinésithérapie est devenue presque indispensable, surtout pour les patients qui ont un degré extrêmement sévère que l'on appelle les patients graves. Après leur admission hospitalière temporaire, nous savons tous que l'appareil respiratoire subit des dommages collatéraux, surtout au niveau de son secteur le plus profond, c'est-à-dire au niveau bronchio-alvéolaire. Et la kinésithérapie respiratoire intervient systématiquement après reconvalescence de ces patients-là pour redonner une augmentation de l'amplitude respiratoire, en d'autres termes la confiance pulmonaire de ces patients-là, pour leur permettre de respirer tranquillement et de retrouver leur respiration normale pour ne pas être amputés sur le plan de cette fonctionnalité-là. C'est pourquoi cette année, c'est le thème de notre, en tout cas pour matérialiser notre journée mondiale, Covid, patient Covid et kinésithérapie respiratoire.
Basketball, démarrage du championnat national. Le directeur technique national a indiqué travailler sur deux hypothèses. Démarrer au mois de novembre ou au mois de janvier 2021. Le président de Guédiawaye Basket Academy opte pour le mois de novembre prochain. Selon Pathé Keita, démarrer très tôt la saison est la meilleure solution. Il est au téléphone avec Cody Minkilan. Moi, je pense que le plus tôt possible serait le mieux. Bien entendu, en respectant les mesures sanitaires dictées par les autorités. Mais bon, certains sont restés plus d'un an pratiquement sans jouer les joueurs de sélection, surtout ceux qui n'étaient pas au tournoi de montée. Donc ça fait quand même un peu longtemps. Donc en tout cas, le plus tôt possible serait le mieux. Et puis il ne faut pas aussi qu'on retombe dans le problème du non-respect du calendrier du championnat. Voilà. Mais je pense que si novembre c'est possible, bien entendu dans le respect des mesures barrières, ce serait le mieux. Là, quand même, on sera en phase avec quand même les objectifs du directeur technique national qui a toujours dit qu'il veut démarrer tôt et finir tôt pour que les équipes nationales puissent se préparer quand même dans de très bonnes conditions pour les échéances internationales. Scrabble, malgré la pandémie, la Fédération sénégalaise continue ses activités. 2 phases nationales ont été organisées, de nouveaux clubs installés, de même que de nouvelles ligues. Plus de détails avec le président de la Fédération sénégalaise de Scrabble, Elhadji Malick Ndiaye, joint par Odile Minkilan. Quand nous avons pris les rênes de la Fédération, nous avons donné un slogan. C'est-à-dire que jouer le Scrabble autrement, n'est-ce pas? Et c'est en ce sens que nous avons organisé avec nos propres moyens, pour le dire, parce qu'on n'a pas eu de financement, n'est-ce pas? On a organisé 2 phases nationales de Scrabble pour l'élite, c'est-à-dire que le Scrabble dupliqué. Et tout dernièrement, à Rufisque, nous avons organisé une phase nationale classique, donc qui était open, qui a regroupé presque toutes les régions du Sénégal. Durant même la pandémie, nous avons organisé ces 3 championnats, d'abord avec nos propres moyens, et en respectant toutes les mesures barrières. Nous avons eu à installer quelques clubs, et quelques nouvelles ligues d'ailleurs, c'était un pari, c'est donc un pari gagnant. Je peux citer la nouvelle ligue de Ziguinchor, bientôt Diourbel, et relancer les ligues, n'est-ce pas? Mais il nous manque des moyens, nous n'avons pas des moyens pour le faire. Là, nous attendons les financements du ministère, donc il nous faut au minimum 20 millions. 15 à 20 millions vraiment pour un programme de relance nationale du Scrabble et participer aux championnats internationaux. Là, nous sommes attendus lors de ces championnats. D'ailleurs, nous devons défendre nos titres, n'est-ce pas? Et défendre d'abord aussi le leadership du Sénégal au niveau africain et au niveau mondial. Là, nous sommes 2e mondial et au niveau de l'Afrique, nous sommes nous sommes numéro 1. Donc, il faut défendre. Et pour se défendre cette position-là, il faut avoir des moyens et nous n'avons pas de moyens. Nous attendons toujours le ministère pour qu'il réagisse. Pour la saison prochaine, il va falloir d'abord faire une réunion d'évaluation de la saison, donc c'est-à-dire que des 3 phases nationales que nous avons eu à organiser et donner les perspectives pour l'année prochaine. Mais pour le moment, je ne pense pas que c'est possible parce que là, on n'a pas les moyens de le faire. Donc tous les championnats que nous avons organisés, c'est avec l'aide de nos amis et la participation des joueurs qui ont eu à faire une participation forfaitaire. Et nous-mêmes, les membres du bureau, les membres du comité directeur et moi-même le président, donc nous avons regroupé nos moyens, nos maigres moyens et faire de cela. C'est en ce sens que vraiment nous lançons encore un appel au ministre en personne. Le Scrabble demande à être aidé financièrement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Football pour terminer, Ligue des Nations, on poursuit la 2e journée. Au programme de ce soir, France contre Croatie, Suède face au Portugal, Danemark joue contre Angleterre, Belgique défie Islande. Les matchs sont prévus à 18h45. Sud FM, l'invité du jour. Tendance baissière de la pandémie de Covid-19, mais il faudra redoubler d'efforts dans le respect des mesures barrières pour vaincre totalement le coronavirus, selon Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS. Il est interrogé par Ndeye Mariam Ndiaye. Nous sommes avec Dr Ousmane Gueye, vous êtes le directeur du SNEPS. L'évolution de la pandémie ces derniers temps démontre une diminution du nombre de cas. Quelle analyse vous en faites? Oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, effectivement, nous avons constaté ces dernières semaines une tendance à la baisse du nombre d'infectés par la COVID-19. Et nous
souhaitions qu'effectivement que ça soit ainsi et que cette pandémie disparaisse le plus tôt possible. Maintenant, l'analyse qu'il faudra faire par rapport à cette tendance baissière, c'est dire que effectivement, peut-être que les mesures qui ont été prises sont en train de donner vraiment le résultat actuellement, c'est possible. Mais je pense qu'il faudra y aller avec prudence, ne pas trop tôt analyser et observer au moins pendant plusieurs semaines si effectivement cette tendance est maintenue. Là, en ce moment, on prendra en compte tous les autres paramètres pour pouvoir faire une analyse objective de la situation. Mais à l'heure où nous sommes, ça sera un peu trop tôt de donner une analyse objective, scientifique par rapport à la situation. Tout ce qu'on peut faire, c'est un constat. Nous avons constaté effectivement que le nombre de cas a diminué et que nous pensons que effectivement c'est lié quelque part au respect des gestes barrières avec même s'il y a une reprise timide comme je dis souvent, mais quand même il faudra voir que depuis que le port de masque est devenu obligatoire, bon nombre de Sénégalais est en train effectivement de porter leur masque. Mais également les stratégies que nous sommes en train de développer, je pense que ceci aussi ça a porté son fruit, mais surtout cette initiative d'engagement communautaire, c'est-à-dire la responsabilisation de la communauté, le port de message par la communauté. Je pense que ça, c'est un ensemble de faits qui peuvent peut-être à la limite expliquer cette situation. Je ne vais pas entrer maintenant dans les considérations scientifiques, ça peut être lié à la saison, tout ça, on peut penser à ça, c'est des explications, mais c'est la raison pour laquelle je disais qu'il faudra attendre un certain temps pour pouvoir avoir une analyse objective tout en incluant l'ensemble des paramètres. Mais ne croyez-vous pas que cette situation va un peu pousser les Sénégalais au relâchement? Bien au contraire, je pense que quand même le message que nous devrons soutenir aujourd'hui, c'est dire aux Sénégalais, effectivement, nous avons constaté qu'il y a une baisse des chiffres, mais on vous encourage, on vous dit félicitations, mais on vous demande quand même de continuer et de redoubler d'efforts, à porter le masque, à vous laver les mains régulièrement, mais à observer une distanciation physique. Maintenant, on s'achemine vers un grand événement religieux. Que prévoit le SNEPS? Voilà, le SNEPS, vous savez, nous avons déjà envoyé une mission qui a séjourné à Touba depuis près de 10 jours avec l'Organisation mondiale de la santé, qui nous a appuyés avec leurs socio-anthropologues pour aller voir la communauté, discuter avec la communauté, voir leurs besoins et comment maintenant aborder ce grand événement. Et ceci a été fait et je m'apprête aussi à aller le 12 assister au CRD qui aura lieu à Touba. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans le cadre de la sensibilisation au niveau de Touba et nous allons positionner des équipes 10 jours ou 15 jours même avant le Magal pour continuer à sensibiliser, continuer à parler à la population pour vraiment qu'ils observent le comportement qui s'y est. Je pense que c'est ça qui est important et nous sommes en train de le faire. Et ça sera une sensibilisation continue et en collaboration maintenant avec la population locale de Touba. Je pense que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on ne va pas pour dire aux populations faites ceci, mais nous venons envers la population pour leur demander qu'est-ce que vous pensez faire par rapport à cette pandémie et aujourd'hui dans le contexte Magal. Je pense que c'est ça aujourd'hui que nous sommes en train de développer et j'ai espoir quand même que le Magal se tiendra dans des conditions normales. Docteur Ousmane Gueye, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Sud FM chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bienvenue dans ce journal de l'économie. Nous parlons du secteur du tourisme fortement impacté par la pandémie de Covid-19. Le secteur peine toujours à décoller. La stratégie de la promotion pour la promotion touristique a été réactualisée. 5 axes et 25 chantiers prioritaires ont été définis par le ministère du Tourisme et des Transports aériens. Aliou Sarr, que nous écoutons. Nous avons pris un certain nombre de décisions. Si je prends l'exemple aujourd'hui du ministère de l'Hygiène publique, il y a ce qu'on peut appeler un plan Marshall de la salubrité des sites touristiques. L'UCG a reçu instruction, par exemple, de pouvoir nettoyer les sites touristiques.
Nos collègues de l'environnement parlent tout à l'heure du programme zéro déchet plastique également dans les communes. Donc cela veut dire simplement que chaque ministère a donné des actions extrêmement fortes pour que nous puissions travailler ensemble. C'est l'événement, le calendrier national des événements culturels avec le ministère en charge de la culture. C'est le recensement de tout le patrimoine culturel du Sénégal à l'échelle nationale. Pour que justement du 1er janvier au 31 décembre, nous puissions avoir l'agenda culturel national et pouvoir même dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais, voilà ce qui va se passer dans les différentes régions du pays, comment y aller. Mais c'est aussi le programme avec Air Sénégal, notamment le plan de déploiement de Air Sénégal qui sera aligné au développement des aéroports régionaux. Là, actuellement, il est Air Sénégal à Ziguinchor, mais ça sera prochainement également aussi dans les régions de Saint-Louis, de Matamouroussogui, de Kédougou, de Tambacounda et de Ziguinchor dans le cadre de la réhabilitation des aéroports régionaux. Donc nous avons un plan d'action extrêmement précis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 5 axes prioritaires: patrimoine, expérience du Sénégal, marketing, mais aussi infrastructure, avec l'investissement très très important que le président Macky Sall a mis en place dans le cadre du crédit hôtelier, qui permettra justement de pouvoir mettre à niveau les plateformes hôtelières, mais aussi aligner l'offre Sénégal. C'est aussi l'institutionnel avec, comme je le dis ce matin, cette réunion interministérielle qui permet justement à ce que le tourisme soit soutenu par l'ensemble des ministères qui sont impliqués dans sa mise en œuvre. Et puis retenez que les prix à la consommation ont enregistré en août une hausse de 2,2% comparativement au mois précédent, en raison principalement de l'augmentation du coût des produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Cette évolution résulte principalement d'une hausse de 4,2% des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées et dans une moindre mesure de celle de 0,5% des services de santé selon l'ANSD. Dans sa note d'analyse de l'indice harmonisé des prix à la consommation. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Le rappel des titres, le président Macky Sall va s'adresser à la nation ce soir à partir de 19h. Il va faire le point sur la réunion d'urgence sur les inondations tenue ce matin à la suite des fortes pluies de ce week-end. En banlieue, la situation reste préoccupante malgré quelques mesures timides pour faire face aux inondations. Les opérations de pompage ne sont pas efficaces dans certaines zones. Attention, risque de débordement du fleuve Sénégal. L'OMVS alerte et demande aux populations de la vallée et du delta du fleuve Sénégal à rester vigilantes. Les résultats du bac 2020 sont jugés satisfaisants dans l'ensemble. Le second tour se prépare. Fin de cette édition mise en œuvre par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Sud Éducation.